Amis des envois de fans, bonjour et bienvenue dans ce 45e épisode de Colis de Fans, ma playlist où je vous montre différents objets qui sont envoyés par des internautes de façon voilà, à ce que je vous les présente et qui souvent rappellent beaucoup de souvenirs, alors non seulement à moi-même et aussi à certains d'entre vous. Je sais que c'est une série qui est assez appréciée à voir les commentaires. Alors aujourd'hui c'est Gilles qui m'a envoyé un petit carton sympathique là et nous allons ensemble découvrir ce qu'il y a dedans. Alors il y avait déjà ça, alors ça qu'est-ce que c'est? C'est un laser qui utilise une technologie qui s'appelle hélium néon. Donc à l'intérieur ici je ne vais pas l'ouvrir, enfin voilà il y a un tube en verre dans lequel il y a du gaz, des électrodes et deux miroirs dont un est semi-transparent. Et voilà, alors, très rapidement, le principe c'est un petit peu comme dans un tube néon, on va exciter le gaz néon et il y a des électrons voilà, qui vont s'agiter à l'intérieur et quand ils sont pile poil alignés et en phase avec entre les deux miroirs, là, dont un semi-transparent, ben voilà, ça fait un faisceau de lumière cohérente. Alors si on peut voir, c'est de la marque Uniphase. Il a été fait en 1991, donc voilà, il y a plus de 30 ans. Et c'est un système qui a 4 milliwatts. Alors c'est vrai que c'est une puissance qui est très faible. C'est pas du tout un laser avec lequel on va pouvoir faire des trous ou de la gravure. C'est vraiment un laser qu'on va généralement exploiter pour ses propriétés optiques, pour faire de l'alignement, du réglage, du collimatage, je sais pas quoi. Et voilà. Alors c'est vrai que maintenant, ces technos, ça a été perdu dans la mesure où on utilise plutôt des diodes laser qui sont bien sûr beaucoup plus petites. Mais voilà, d'ailleurs, moi, les premiers lasers que j'ai utilisés, c'était ces tubes, justement, hélium néon. Alors, il leur faut une alimentation assez spécifique. Et on voit là, voilà, qui donne, par exemple, là, 1250 volts continu. Alors, ça ne consomme pas énormément. Mais si je me rappelle bien, même, il faut une alimentation qui a une sorte de pic un petit peu à l'amorçage, histoire de démarrer la réaction. Alors, on va pouvoir l'essayer rapidement pour voir s'il fonctionne encore. Alors, bien sûr, je rappelle encore une fois qu'il faut faire très attention quand on utilise ce genre de tube. Pourquoi? Parce que ça a beau être 4 milliwatts, si on prend un tel rayon dans l'œil, ça peut faire des dommages absolument irréversibles. Donc là, j'ai mis des lunettes de protection. Je vous renvoie sur ma vidéo qui explique pourquoi il est impératif, dès qu'on manipule des lasers, même de petite puissance, de partager. Et là, je vais projeter le rayon ici sur cette petite surface. Alors, on va brancher l'alimentation et voir si ça fonctionne. C'est parti, mon kiki. Hop là. Et voilà. On peut voir ici très rapidement qu'on a bien là ce faisceau. Cet endroit-là. Encore une fois, vu la puissance, on peut très bien y mettre le doigt sans risquer quoi que ce soit. Mais voilà, ça fait un faisceau qui est très, très fin. Alors, bon, je fume plus, mais c'est vrai que du temps où je fumais, on mettait de la fumée de cigarette, on voyait très bien ici le faisceau dans la fumée. Donc, voilà pour ce laser qui sans doute en plus de ses bonnes qualités, on voit rien que là le boîtier usiné et ainsi de suite. On a ici quelque chose là voilà qui se dévisse. Alors voilà, ça devait servir sans doute à des réglages ou des expériences d'optique. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre de beau? On va voir ce magnifique routeur qui est voilà. Ici, ce routeur de marque Cisco, je rappelle que Cisco est un des leaders mondiaux sur tout ce qui va être routeur. Donc un petit routeur, voilà, de la série 860. A priori, il a l'air d'être, je crois que il m'a dit qu'il était quasiment neuf. Voilà, donc il s'alimente ici en 12 volts 2,5 ampères. Et on va retrouver ici différents connecteurs RJ45. Et voilà, donc un routeur qui est très probablement, je veux dire, programmable. D'ailleurs, on voit ici ce câble. Alors, bon, là, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais je rappelle que ce genre de routeur souvent intègre plusieurs fonctions. Déjà une fonction de switch, c'est-à-dire que ça fait un peu une sorte de prise multiple, on va dire, pour du réseau Ethernet. Ça fait la liaison, là, comme on peut le voir, avec un modem ADSL, VDSL, voire fibre optique.
Et il y a à l'intérieur souvent plus mal de fonctions, en particulier par exemple des fonctions de protection, de firewall, de choses comme ça, de filtrage, de reroutage, c'est pour ça qu'on l'appelle routeur, éventuellement avec ce qu'on appelle la translation d'adresse, enfin des tas de trucs. Enfin, voilà, donc ces appareils-là, souvent, d'ailleurs, font aussi office de serveur, à la mesure où on va se connecter dessus avec un simple navigateur, et via des pages web dédiées, on va pouvoir justement faire tous les réglages qu'on veut dedans. Donc voilà, bon, on va pas en parler plus. Alors juste un petit conseil quand même au niveau de la sécurité, parce que la plupart de ces routeurs, quand on les achète, ils sont prêts à l'emploi. Je veux dire, ils ont déjà une configuration dite par défaut. Souvent, par exemple, je suis quasiment sûr, là, enfin, je l'ai pas fait, mais si je veux simplement l'utiliser comme un bed switch, voilà, je branche ici mes connecteurs et j'ai rien à faire pour qu'il fasse ici office de switch. Alors ça c'est pas mal, mais ces configurations par défaut, elles ont quand même un défaut justement, qui est que souvent ils sont paramétrés pour avoir un mot de passe et un identifiant, enfin en fait ce qu'on appelle des credentials, hein, des informations dont on a besoin pour justement venir les régler, qui sont, je veux dire, standards. Par exemple c'est admin comme utilisateur et comme mot de passe c'est admin, password, des conneries comme ça. Et ça c'est pas très bon parce que au niveau de la sécurité, c'est une faille que souvent les hackers exploitent, à mesure où ils savent que voilà, il y a un mot de passe par défaut. Ils font ça souvent aussi, j'en ai déjà parlé, sur les caméras par exemple, toutes les petites caméras qu'on achète, il faut à tout prix penser à les changer. Donc au niveau de la sécurité, deux conseils, ad minima, même si le réglage par défaut vous va, changez le login, mot de passe, par défaut pour mettre quelque chose de plus sécurisé. Et surtout, profitez-en de voir s'il n'y a pas des mises à jour au niveau du firmware. Je sais pas, il y a quand même pas mal de failles de sécurité sur ces trucs-là. Et alors, ils sont plus ou moins corrigés, mais enfin voilà, de les mettre à jour généralement. Au niveau de la sécurité, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, bon, sans doute que pour l'instant j'en ai pas un usage immédiat, mais enfin c'est un truc qui peut toujours servir. Au pire, comme je dis, on peut déjà l'utiliser sans doute comme simple switch. Et ça sert toujours. Ensuite, on peut voir, il y avait deux cartes électroniques. Donc, en voilà une première. Voilà, je passe en la voie. Donc, c'est une carte qui contient deux énormes relais. Là, voilà, des relais 24 volts. Vraiment fait pour commuter du triphasé. On voit que c'est des triples inverseurs. On a ensuite ici trois relais qui sont des relais triples aussi. Avec, en fait, enfin. Je veux dire, il y a trois contacts normalement ouverts et trois contacts normalement fermés, donc 6 contacts en tout. Et voilà, ce sont ici des relais. Et on peut voir après simplement voilà, de la commutation, donc c'est sans une carte d'interface quelque part. On peut voir ici aussi ces G-mauves là. Voilà, on peut voir que c'est des S20 K300. Je rappelle que S20, enfin ça dit un peu le type, 20 c'est le diamètre. En gros, le diamètre souvent, de façon normalisée, indique leur capacité de résistance à la charge. Et derrière, le K300, c'est la tension de déclenchement, en gros, en alternatif. Donc généralement, du 300, par exemple, c'est en effet ce qu'on mettra sur le secteur. Et donc, je rappelle que ça, je vous renvoie à ma vidéo, c'est des trucs qui vont je veux dire, se mettre en court-circuit, mais je veux dire, voilà, absorber des décharges éventuelles. Souvent, on met ça en parallèle sur le secteur. Et on a ici des selfs, voilà, là, des selfs 3R3, qui sont donc des selfs d'anti-parasitage, qui sont a priori en série avec, voilà. Voilà donc pour cette carte. Alors on voit que ça a déjà été dessoudé, donc c'est une carte qui a probablement déjà été, on va dire, salvagé, comme disent les Anglais, pour récupérer des composants. Enfin voilà, donc là, je pourrais sans doute dessouder ces composants et les récupérer. Alors dans la même veine, il y avait aussi cette immense carte là, assez lourde, et on voit qu'elle est assez grande, et qui, pareil, contient, apparemment c'est une sorte de carte de connexion, voilà, qui fait la liaison entre plein de systèmes. Donc on peut y voir ici ce petit transformateur d'alimentation là avec un LM317 et derrière une pléthore de relais de différents types. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que c'est des relais même, il y a un peu toutes les tensions. On voit qu'il y a du 24 volts, il y a du 5 volts, il y a du 48 volts. C'est assez bizarre, je trouve, comme approche d'avoir
toutes ces tensions différentes. Enfin, voilà, les concepteurs doivent avoir leur raison que la raison ignore. Et on peut voir aussi là toute cette trallée de LED CMS de contrôle. Et aussi ces fusibles. Là, c'est ces portes fusibles. Et là, a priori, c'est des ULN 2003, donc les circuits qui vont commander tous ces relais. Donc c'est sans doute un truc, voilà, d'un appareil où derrière ça va faire la protection, la distribution de plein d'interfaces. Et on peut voir, voilà, c'est pour ça à mon avis qu'elle est cassée, parce que le connecteur ici est cassé. Donc c'est pareil, sans doute une carte là qui est plus utilisée. Mais enfin voilà, là c'est pareil, hein, je vais sans doute pouvoir dessouder des composants là-dessus et les réutiliser, parce qu'il n'y a pas de raison, ils sont sans doute encore tout à fait utilisables. Alors après, nous y avions 3 boîtes mystères. Alors, une première boîte mystère qui contient, comme on peut le voir, plein de différents types de voyants. Alors, on peut voir que avoir le look, c'est des choses qui sont déjà, je veux dire, relativement anciennes. Voilà, donc a priori, il y a des ampoules de rechange. Et ici, voilà, c'est tout ce système-là. Alors ça, c'est peut-être aussi un bouton, peut-être un bouton d'arrêt. Ah non, c'est un... Non, je sais pas si ça va avec. Ben voilà, on a tous ces voyants là, vintage. On a celui-là, voilà, qui a une grosse résistance de puissance et ces espèces de voyants loop. J'aime bien, moi, ces vieux trucs, des fois. Des fois, quand je fais certains montages, j'aime bien, je remets des voyants comme ça dessus. Ça donne vraiment un look un peu années 50, c'est assez sympa. Ben voilà, là, on peut voir tous ces différents types. Là, on a d'autres voyants. Alors ça, c'est des trucs qui utilisent ces espèces d'ampoules, là, qui sont qu'on retrouvait beaucoup aussi dans le matériel téléphonique, par exemple. Si je me souviens bien, voilà, on peut les enlever comme ça. Voilà, c'est ce genre d'ampoule là, voilà, qui existait en différentes tensions. Et on trouvait ça dans pas mal d'équipements dans le temps. J'en ai quelques-uns déjà en stock. Enfin voilà, tous ces beaux voyants là, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, deuxième boîte, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors là, on peut voir tout un assortiment de fusibles. Voilà, ça c'est des fusibles comme ça, enfin à souder. Ça c'est sympa. Alors, par contre, voilà, c'est toujours évident de voir les valeurs. Le problème de tester la valeur d'un fusible, généralement, c'est un test destructif. Là, on a ces portes fusibles qu'on met sur le circuit imprimé. Et là, voilà, c'est fusible. C'est le standard. Et là, on retrouve aussi différents systèmes. Voilà, donc ça, c'est assez ancien. On voit que c'était fait pour être monté. On retrouvait ça, par exemple, sur des postes de radio, des trucs comme ça. Et là, voilà, ça, j'ai bien connu. Là, en fait, on peut dévisser là, les deux connecteurs. Et il y avait ces espèces de plaquettes, là, on voit marqué 2 ampères. Et avec les petites fentes là qui permettent de voir si le fusible est cramé ou pas. Donc voilà, ça c'était la technologie qui était pas mal utilisée. On en retrouve un autre. Alors ça c'est utilisé aussi dans les postes de radio. On voit que non seulement ça fait fusible, mais en même temps ça fait sélecteur de tension. À mesure où par exemple voilà, ça permet de commuter différents enroulements primaires d'un transformateur. On trouvait ça souvent sur des phonos, sur des trucs, voilà, 100, 110 volts, 220, 240. Donc ça c'est assez ancien. On retrouve là aussi ces portes fusibles là en bakélite. Voilà, des trucs comme ça, c'est assez sympa. On voit que celui-là est tout neuf, apparemment il n'a jamais été soudé. Donc ça bien sûr c'est tout à fait réutilisable. Hein. D'ailleurs je suis sûr que je les réutiliserai, tous ces différents types de fusibles. Ça peut bien sûr servir, hein. Donc, il y a différents types, il y a des rapides, des temporisés. Enfin, voilà pour ça. Et last but not least, nous avons cette dernière boîte qui elle-même contient des boîtes, à ce que je vois. Voilà, et voilà, donc là on voit différents types de semi-conducteurs. Voilà, ça c'est, si on arrive à lire, non ça c'est des régulateurs de tension, hein, des 78L05, ça c'est bien sûr très utile.
des petits régulateurs qui tiennent à peu près 100 mA. Voilà, c'est les mêmes que les fameux 7805, mais je veux dire, voilà, pour des puissances plus petites. Là, on retrouve aussi là, ce qui m'a l'air d'être des transistors ou des triacs. Donc là, on retrouve voilà, tous différents boîtiers ici, donc, différents types de transistors. Là, on a un pont de diode. Et ici, voilà, différents transistors du fameux 2N2219. Donc le 2219, ça fait partie des transistors de légende, hein, avec le 2N1711, le 2222 et tout ça. Donc là, on a tout un lot de 1N6123. C'est des TVS bidirectionnels 38 volts. Donc ça peut bien sûr être utilisé pour faire de la protection. Et là, alors là, on a des composants qui ont l'air assez anciens. Alors ici, on a, tiens, ça c'est intéressant aussi, ces fameux supports que j'utilise toujours, qui sont, alors ça c'est pas vraiment des supports, je vous avais déjà montré, c'est des petits sortes d'intercalaires qui permettent, quand on monte un transistor sur un PCB par exemple, bah, de l'écarter un petit peu du PCB de façon à bien le maintenir et éviter quand même de trop le chauffer. Donc là, ça c'est pour du boîtier probablement TO5 je pense. Ça doit être plutôt pour du TO18. Voilà, donc j'en utilise très souvent. D'ailleurs, si vous regardez dans mon dernier montage que je vous ai montré à mon CP0129, il y a ça. Alors ça, par contre, ça c'était juste un truc pour le stockage. Les circuits intégrés comme ça avec multipath étaient souvent livrés dans ces petits systèmes là qui permettaient éventuellement soit je crois de l'insertion automatique ou du test automatique. Donc ça, là on a ces supports de transistors aussi. Alors ça j'en ai beaucoup utilisé. Voilà. On peut bien sûr toujours les utiliser, donc ça fait voilà, permet de mettre sur support. Et là voilà, on a différents types. C'est assez intéressant hein, parce qu'on voit différents types d'intercalaires. Voilà, il y a un petit peu plein de modèles ici. Donc ça, puis après on voit là c'est de la visserie, et quelques entretoises métalliques. Voilà. On a aussi, comme on peut le voir, ces petits trimmers là. Donc ça c'est du cermètre, hein, mais sur truc céramique, ça c'est plutôt sympa aussi. Donc voilà pour cette première boîte. Ensuite, là nous allons avoir quoi? Des diodes, il y a marqué diode, General Electric et des diodes Vericap. Voilà, donc là on voit différentes, ou non, pas General Electric, je dis une connerie, GE c'est germanium, probablement. Et voilà, là on peut voir ces différentes diodes qui sont par exemple de la OA90. Donc ça c'est de la diode qui était utilisée en détection par exemple. Comme c'est du germanium, c'est une tension de seuil qui est beaucoup plus faible, hein, qui est de l'ordre de, je sais plus, 0,3, 0,4 volts je crois. Là on retrouve ces montages qu'on faisait souvent dans le temps sur des barrettes. Voilà, donc là c'est les différents types de montage. Alors là pour le coup, là c'est pas du tout pareil. Là on a carrément de la diode de puissance. Ces diodes là dans des boîtiers céramiques comme ça. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu ça. C'est incroyable, tous les styles de boîtiers et tout qu'il peut y avoir. Là, en fait c'est marrant parce que si on regarde bien, là c'est une diode. Là on peut voir une 1N39, mais qui est dans un boîtier qui ressemble plus en fait à un fusible. Hein. On pourrait se méprendre. Ça c'est la première fois que j'en vois des diodes comme ça en boîtier fusible, c'est assez intéressant. Là on en a d'autres dans ces boîtiers de verre là. Je sais pas si on voit bien avec la mise au point. Bon, donc tout ça c'est quand même assez ancien, c'est des trucs qui datent des années 50-60 je pense. Ah ça j'en ai utilisé dans le temps, dans mes tout premiers montages, des diodes en boîtier comme ça. C'est gros, je me rappelle avoir utilisé ça. Ça pareil, c'est diodes de redressement là. Donc vraiment ça c'est vraiment dire voilà de la diode on va dire vintage. Et là manifestement bah, on a des transistors vintage.
Donc là, on a par exemple, là, il y a marqué diode et de la PNP, transistor PNP germanium HF. Voilà. Et là, alors, différents transistors, c'est pareil, c'est des transistors de légende. Là, on peut voir par exemple un AF 118. Donc c'est pareil, c'est un transistor PNP germanium avec 4 connexions, sachant qu'une des connexions est le blindage en fait et le boîtier. Hein. Alors, donc ça c'est un transistor qui marchait en haute fréquence, AF118, AF114. Je me rappelle avoir travaillé dans les toutes premières radiocommandes que j'avais fait, qui étaient des trucs qui marchaient en tout ou rien. Et ça utilisait ce genre de transistor par exemple. Donc là, à l'époque, voilà, on voit qu'ils n'étaient pas rachauds sur la longueur des pattes. Là, on a un AF 114, mais justement, j'en parlais. Donc voilà, ça c'est des transistors germanium. Donc c'est apparemment ils n'ont jamais été utilisés. Hein. C'est ce qu'on appelle du NOS, hein, du New Old Stock. Là, on en a d'autres. Donc là, voilà, avec ces chapeaux de zéro là, ces boîtiers aussi. Là, un 2N 136. C'est absolument incroyable. On peut voir la diversité des boîtiers de transistors. On a un petit peu de tout. Là, on en a un autre. Voilà. Avec le petit refroidisseur qui va bien. Alors ça, c'est pareil, c'est assez rare. J'en avais déjà vu. Mais c'est ces transistors là qui sont en fait dans des boîtiers qui ressemblent à des quartz. Mais 2N34. Donc voilà, c'est pas du tout un quartz. D'ailleurs, on voit bien les 3 pattes, les transistors, les premiers transistors. Comme ça, il y avait aussi ces modèles là, c'est des voilà, AC117 et tout. On retrouvait ça beaucoup dans les étages de sortie des autoradios, par exemple. Je me rappelle bien, il y avait l'AC136, AC137, tous ces transistors de moyenne puissance. Ici, donc voilà, ça fait vraiment un retour en arrière. Tiens, bah celui-là est sympa parce que voilà, on voit qu'il a en même temps cette espèce de truc comme s'il était sous vide. C'est bizarre, c'est un 2N37. C'est la première fois que je vois ça, tiens, cette espèce de boîtier là avec ce pincement, comme si on l'avait vidé ou rempli de quelque chose. C'est assez intéressant. Voilà donc pour ce 45e colis de fan, hein, qui était vraiment très sympa. Un grand merci donc à Gilles. Hein. Je vous rappelle que si vous aussi vous voulez participer, il suffit de m'envoyer un email sur info@sirop.org pour qu'on en discute. Maurice et pincettes ensemble. Ah bah c'est pas tous les jours. Tiens, on va en profiter pour jouer un petit jeu. Donc vous allez trouver un mot en heure d'un truc qui mange des choses, d'accord? Allez, donc je commence. Allez, un prédateur, ça mange des proies. Et toi, Maurice, qu'est-ce que tu nous dis? Un aspirateur, ça mange de la poussière. Ouais, super. Et toi, pincette, allez, vas-y, qu'est-ce que tu nous dis? Un vibro, ma sœur? Après, ça mange quoi? Si, qu'est-ce que ça bouffe comme pile? N'importe quoi. Bon, GE, le démon du germanium, veille sur vos vieilles radios, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.